Il me semble que, effectivement, tout ce qu'on a entendu ce matin nous mène à nous dire que les droits culturels, c'est une utopie, une perspective, un horizon formidable, et que sans doute c'est un horizon nécessaire qui va nous permettre de faire une humanité ensemble différente, ici et peut-être ailleurs aussi. Donc je crois que là-dessus, on peut se dire qu'on est d'accord. Après, tous les problèmes passent quand on commence à se dire, tiens, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Alors, il me semble que quand même, essayer juste de se dire, est-ce que sincèrement, tout le temps, tous les jours, je pense que les gens à qui je m'adresse ont une dignité égale à la mienne? Et si on commence déjà par ça, il me semble que c'est un travail. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément de soi. Et que cette question, elle présuppose une réflexion, une humilité, une capacité de se remettre en question sans cesse, et aussi une très grande curiosité. Et peut-être que c'est ces choses-là qu'il faut qu'on travaille ensemble, et comment on peut essayer de faire en sorte qu'on puisse développer quelque chose qui serait d'une participation commune à la vie culturelle. C'est d'autant plus compliqué et intéressant quand on exerce des fonctions de direction d'une grosse institution nationale, perçue souvent comme étant un lieu extrêmement fermé, un lieu d'élitisme, un lieu peut-être souvent repoussoir d'une certaine manière, parce que peut-être il exerce un pouvoir énorme qui est celui de la maîtrise de la représentation. Et peut-être que ça, en tout cas pour moi dans ma réflexion, ça passe d'abord par la question de finalement pourquoi est-ce qu'on est dans des lieux de pouvoir alors qu'en fait on n'a pas de pouvoir concret. On a un pouvoir en même temps symbolique extrêmement fort. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait que pour des habitants dans un territoire, on a une relation à eux qui est une relation de pouvoir? Et comment on peut essayer d'inverser cette relation de pouvoir? Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, parce que je suis vraiment en plein là-dedans, donc je suis dans la recherche de ça. Et il me semble que justement, il faut passer par des expériences partagées. Jean-Michel Lucas a prononcé le mot d'émancipation. Pour moi, c'était un grand absent ce matin, parce que, en fait, quand même, la vraie question, il y a quelqu'un ce matin qui a dit, mais est-ce qu'on parle du développement de l'esprit critique? Finalement, autoriser les personnes à qui on s'adresse, qu'elles soient artistes, habitants, spectateurs, même les personnels de nos établissements, à pouvoir participer pleinement à la vie de nos maisons, c'est les autoriser à exercer un esprit critique. Et donc être d'accord, d'être remis sans cesse en question, tout en étant dans une logique où quelque chose avance. Alors avance vers où, vers quoi, pourquoi? Et là aussi, on est dans cette logique de se dire, finalement, il y a quelque chose pour moi qui m'apparaît de plus en plus clair et qui était un choix de ma part, c'est-à-dire qu'après le Festival d'Avignon, mais aussi à l'intérieur du Festival d'Avignon, même si c'était moins visible, ça me paraissait essentiel de travailler dans des quartiers populaires. Pourquoi travailler dans des quartiers populaires? Parce que je pense que c'est les endroits où justement on est les plus confrontés à cette question difficile de l'autre, de sa culture, de la différence des cultures, et de la diversité, et de finalement comment est-ce qu'on peut essayer de construire, pour moi en tout cas, une représentation symbolique, puisque c'est quand même nos métiers, d'une société qui pourrait négocier en permanence le fait qu'elle n'est plus, c'était Myriam Marzouki qui le disait ce matin, homogène. Peut-être qu'elle l'a jamais été, en tout cas on a conscience aujourd'hui qu'elle ne l'est plus. Et comment les endroits que sont les institutions publiques, que moi je défends fortement, on a besoin de grosses institutions publiques comme on a besoin d'expériences sur des territoires qui sont plus petites, comment à l'intérieur de ces grosses institutions publiques on peut essayer de contribuer à cette question-là, de assumer le fait que nous ne sommes plus une société homogène et que les codes que l'on partage ne sont peut-être pas partagés par d'autres. Alors je suis très frappée en fait, ça passe à la fois par des questions de programmation, ça passe à la fois par des questions d'accueil, d'hospitalité, à la fois ça passe par toute une série de questions du plus petit détail à peut-être aux discours les plus grands. Dans les difficultés qu'il y a, souvent on est pris pour des endroits hautains. Alors on a certainement une responsabilité, hein, mais en gros c'est une réalité. Donc en fait il faut essayer de comprendre pourquoi et puis comprendre comment on peut changer cette idée-là. Il faut aussi se dire qu'il y a un problème de moyens, parce qu'une des grandes difficultés c'est de se dire les droits culturels ça nécessite de mettre en place toute une série d'expériences. Est-ce qu'il faut pour cela faire
moins d'autres choses ou il faut faire plus d'autres choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour moi, les droits culturels, le fait de dire que les droits culturels sont essentiels au sein de l'AMC 93, ça passe par l'idée que ça ne change pas au fait que nos missions de programmation et de production, d'accompagnement des artistes sont encore là, mais qu'il faut rajouter une mission supplémentaire. Et il ne s'agit pas, parce que c'est une des craintes des droits culturels. Enfin, concrètement, une des craintes, c'est de dire, ok, on va faire plein d'expériences sur le territoire de ce qu'on appelait avant les actions culturelles, qui en fait sont de plus en plus des actions de création par des artistes ou des actions de personnes qui sont intéressées à elles-mêmes augmenter leurs capacités, on dirait presque des universités populaires. Enfin, on peut multiplier les angles d'action, mais toutes ces actions-là, il me semble que c'est important de se dire qu'elles ne sont pas faites au détriment des missions de nos établissements, parce qu'à ce moment-là, on ne sortira pas du débat où on est les uns contre les autres. Et il me semble que c'est de ça dont il faut qu'on parle pour se dire cette question des droits culturels, elle nous concerne tous et il faut qu'on ait tous la certitude qu'on peut ensemble avancer et qu'il n'y en a pas qui seraient plus ou moins capables de le faire. Il y en a qui ont beaucoup plus d'expérience que d'autres. Là-dessus, c'est évident. Enfin, la dernière difficulté que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, souvent, la manière dont sont perçues par une partie du milieu culturel, puisque c'était un peu de ça dont il s'agissait aussi ce matin, mais Philippe Berthelot voulait pas assumer le milieu culturel. Moi, je vais essayer de l'assumer. Donc, c'est de se dire, est-ce que la question des droits culturels, ça voudrait dire que tout le monde peut être artiste ? Alors, je pense qu'il y a quelque chose là aussi qui est souvent, pour moi, c'est une question qui me rend perplexe, parce que je pense que les droits culturels, c'est le droit de participer à la vie culturelle, c'est le droit d'avoir une pratique culturelle. La question du devenir artiste, c'est une autre question et personne ne décrète le devenir artiste de quelqu'un. C'est un courage incroyable et voilà, je crois qu'un artiste devient artiste parce que tout à coup, il a ce courage inouï d'être artiste. Et il y en a d'autres qui ont du talent aussi, mais qui n'ont pas ce courage ou ce souhait. Et je pense que heureusement, parce que sinon on ne pourrait pas être tous des artistes. Donc la question, pour moi, de est-ce que le droit culturel va multiplier les artistes, c'est aussi une mauvaise question. Donc j'ai l'impression, en tout cas, à l'AMC 93, qu'en se concentrant très clairement, en disant qu'il faut ajouter à nos missions précédentes de nouvelles missions, avec des nouveaux budgets qui sont ceux des droits culturels et que ces missions doivent être totalement libres, expérimentales, de l'ordre de la recherche, puisqu'on est dans une phase de recherche, associant les gens les plus divers possibles à cette recherche, me semble être une voie intéressante. Ça n'empêche aucun des problèmes auxquels tout le monde se confronte, parce qu'il faut quand même reconnaître aussi, si on parle d'émancipation, de développement de l'esprit critique, que la société dans laquelle on vit n'est absolument pas en train d'encourager ni le développement de l'esprit critique, ni l'émancipation des citoyens, ni des habitants. Et concrètement, on rame souvent en courant contraire face aux consuméristes, voilà, face au fait qu'on n'a pas du tout envie que les personnes soient intelligentes et capables et qu'elles commencent à revendiquer des choses. Et concrètement, d'arriver à assumer le fait que si on pense que nos lieux peuvent être des endroits où les personnes peuvent revendiquer des choses, on change complètement le paradigme. Voilà. Donc il me semble qu'on peut changer de paradigme tout en ne renonçant pas à nos missions qui étaient déjà celles-là, qui sont de proposer des représentations et d'accompagner les artistes en création. Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, moi je suis là parce que j'ai juste écrit un mémoire. Je n'ai pas la carrière de mes camarades à côté. Mais effectivement, je me suis intéressée aux droits culturels grâce à Jean-Michel Lucas, dans le cadre d'un master universitaire. Et donc, j'ai effectué un stage professionnel à Pronomade notamment. Voilà, et j'ai essayé de voir comment mettre en œuvre ces droits culturels, puisque en réfléchissant un petit peu avec mes camarades étudiants à l'époque et certains professionnels, on se rendait bien compte qu'il y avait quand même un flou au-delà du débat, même au niveau des professionnels convaincus, sur la façon de mettre en œuvre ces droits culturels, et notamment cet article 5 sur le droit de participer à la vie culturelle.
Donc voilà, moi j'étais en formation pour devenir professionnelle, donc je me suis intéressée sur des cas très concrets. Effectivement, je vais juste vous parler de deux cas, donc Pronomade et Derrière le hublot. Pronomade dans un premier temps, puisqu'à mon avis, il est assez révélateur de l'évolution des politiques culturelles. Donc pour vous resituer, pour ceux qui ne connaissent pas, Pronomade, c'est un centre national des arts de la rue aujourd'hui, en Midi-Pyrénées, donc à Encausse-les-Thermes, un petit village, 400 habitants, je crois. Voilà, le projet culturel a été initié par Philippe Saunier-Borel, qui donc dans les années 90 était directeur du service culturel de la ville de Saint-Gaudens et directeur du théâtre municipal, et qui, voilà, comme beaucoup dans les années 90, a lancé un festival de rue avec cette conviction que les personnes en milieu rural aussi avaient le droit d'avoir accès à des œuvres de qualité, mais populaires également. Donc avec cette conviction aussi d'un accès à la culture, d'un droit à la culture important sur tous les territoires. À l'époque, voilà, il le dit lui-même, il considérait ce territoire du Comminges comme un désert culturel. Donc on l'a encore entendu dans la bouche de la ministre ce matin. Donc voilà, encore aujourd'hui, on peut entendre même au niveau des banlieues, du milieu rural, il y a encore du travail. Donc Philippe le reconnaît lui-même, il pensait voilà, qu'il n'y avait rien sur ce territoire et qu'il était là pour apporter la culture à ces personnes en toute bonne foi, avec une espèce de vision voilà, civilisatrice ou missionnaire, je ne sais pas. Donc il l'avoue lui-même hein, aujourd'hui. Années 90. À la fin, il met fin au festival lui-même, donc après 7 années de succès, le festival de la Saint-Gaudens, avec des compagnies de rue nationales et internationales qui sont venues, un succès. Et puis il décide de mettre fin à ce festival pour justement repenser la diffusion d'œuvres dans l'espace public. Et donc il crée la première saison des Arts de la rue en France, donc avec une extension à la fois dans le temps, puisque voilà, on n'est plus sur un festival mais sur une saison, mais aussi au niveau du territoire, puisque ça se limite plus à une seule ville, mais à toutes les villes du Comminges. Et puis depuis quelques années, donc avec Marion Vian qui aujourd'hui co-dirige le Centre national des arts de la rue, ils ont décidé de réorienter un petit peu le projet, sans forcément, encore il y a quelques années, connaître les droits culturels, savoir ce que ça implique au niveau des enjeux. Mais voilà, ils ont développé ce qu'ils appellent les projets artistiques et culturels de territoire, donc avec voilà, ce qu'ils appellent, eux, avec leurs mots, des projets à hauteur d'hommes et de femmes, je rajoute. Avec cette volonté d'égale dignité des personnes justement comme objectif principal. Donc aujourd'hui concrètement c'est quoi? C'est des commandes passées à des artistes, des commandes longues de 2-3 ans sur des problématiques qui partent justement d'un diagnostic profond et assez fin du territoire. Donc juste pour vous en citer un, il y en a beaucoup. Là, il y a un projet qui est toujours en cours, qui s'appuie sur une caractéristique du territoire qui est la retirada, qui est donc cette fuite en fait des exilés républicains, voilà, qui ont fui donc la dictature franquiste. Et voilà, Philippe et Marion ont supposé que ce phénomène historique avait certainement façonné quelque part l'identité du territoire. Donc il y a 2 artistes qui sont actuellement en résidence, donc sur 2 ans. Voilà, elles viennent régulièrement, donc un travail à la fois photographique, de prise de son. Elles rencontrent des survivants, donc qui ont vécu cette période historique, des aussi fils et petits-fils ou filles, petites-filles, donc descendants de ces personnes-là. Donc avec toujours d'abord ce travail d'écoute. De donner la parole à ces personnes-là, et puis après donc voilà, une forme de travail de restitution qui n'est pas encore fixé. En quoi? Parce qu'en fait, ça c'est un travail qui est mené depuis de très longues années sur tout le territoire national, et on ne le souligne pas suffisamment sans doute. Mais là, vous nous décrivez une action ce qu'on a coutume d'appeler une action artistique et culturelle. En quoi pensez-vous que c'est à la lumière du paradigme des droits culturels? Alors, effectivement, moi, j'ai étudié pas mal de projets participatifs. Alors, j'ai entendu pas mal dans les interventions cette peur aussi du tout participatif. Là, il y a une différence. Il y a des projets participatifs, et notamment dans les arts de la rue, ça existe beaucoup. On fait appel à des amateurs, on donne la parole à des gens, mais c'est la création, c'est l'artiste qui est au centre. Là, on part d'un diagnostic d'une problématique de territoire. Il y a un travail avec une association, donc le projet est co-construit, l'association Memoria et Exilio, voilà, qui est une association présente sur le
le territoire, et les artistes vont construire avec ça. Donc c'est différent. Ici, c'est les personnes qui sont au centre du projet. Et donc cette thématique-là, évidemment, c'est pas anodin ce choix de cette problématique. Ça fait évidemment écho à une problématique, et celle actuelle des réfugiés, et également de la transmission des cultures. Donc ils travaillent par exemple avec le lycée Bagatelle local, donc avec des lycéens, pour voir qu'est-ce que c'est qu'un héritage culturel, de quoi on hérite, justement cette question dans les droits culturels importante d'appartenance ou d'arrachement à sa propre culture. Donc toutes ces questions-là, elles sont soulevées et elles sont pensées. C'est pas juste un projet où on va donner, où l'artiste va s'inspirer dans une création contextuelle. Il en existe beaucoup. Mais je pense que ce qui est important, et donc je finis rapidement, en tout cas à Pronomade, c'est justement cette façon de toujours faire les projets, agir, construire avec les personnes, et toujours se remettre en question et se demander en quoi, justement, mon projet, mes actions permettent aux personnes d'être plus libres et plus dignes. Donc c'est des critères d'évaluation assez différents. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler derrière le hublot. Très rapidement. Ça va être un peu juste. Alors, éventuellement tout à l'heure, si on revient... Dans la suite de la crise de 2008, les transformations de la fiscalité en 2010, et donc des difficultés financières accrues et des conditions sociales dont la charge revient au département qui devenaient extrêmement difficiles. Tout ça conduisait à une réflexion politique qui posait la question des moyens et en même temps de l'effectivité des politiques qu'on pouvait mener. Dans ce contexte-là, par les hasards des rencontres à l'occasion d'une formation réalisée par Réseau Culture 21, les 4 départements qui ont fait par la suite PAIDA se sont retrouvés dans une dynamique commune de s'interroger où étaient les droits culturels dans leur politique d'une manière générale. Je pense que c'est le premier point qui est le plus important. C'est déjà de dire que les droits culturels, ça ne concerne pas que le secteur culturel. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fondamental sur l'ensemble des politiques qu'on mène et sur l'ensemble des actions qui vont impacter la société. La deuxième chose qui est importante de ce que j'ai parlé de la question financière, c'est pas non plus une question de devoir trouver des moyens nouveaux pour pouvoir agir sur les droits culturels. C'est bien une façon d'agir qui doit s'analyser. Donc c'est sur ça qu'on a commencé à travailler. C'était de se dire, au sein de nos politiques publiques, où se trouve l'interstice des droits culturels? Où est-ce qu'on les met en œuvre? Où est-ce qu'on les met mal en œuvre? Où est-ce qu'on les met pas du tout en œuvre? Et de les analyser secteur par secteur. Alors, pour l'illustrer, je me rappellerai toujours d'une discussion au bout de quelques mois avec le directeur général. Donc la démarche était extrêmement portée par le président de l'époque, le président Ackermann. Et le directeur général, au bout de quelques mois, me disait « Mais quand est-ce qu'on va avoir un projet avec le tampon droit culturel dessus qu'on va pouvoir présenter ?» Je veux dire, ça, c'est toute l'erreur de se dire les droits culturels, ça va être quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on fait, ou c'est quelque chose qu'on ne faisait pas. C'est une façon de voir, au moment où il m'en parle, je lui dis, mais ce que tu ne comprends pas, c'est qu'on est en train de trahir nos lunettes, on est en train de changer de lunettes, pour que chaque professionnel dans la maison qui met en œuvre nos politiques publiques les mette en comprenant ce qu'est les droits culturels et puisse agir d'une manière différente. Donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'on fait bien ou est-ce qu'on fait mal, ça va être de déplacer la façon de faire. Donc à partir de là, l'ensemble des départements s'est réuni avec les partenaires, que ce soit Réseau Culture 21 ou Fribourg, pour nous aider à analyser politique par politique ce qu'on faisait. Donc on a mobilisé dans l'ensemble des services de la collectivité des professionnels de tout niveau, que ce soit des directeurs ou des assistantes sociales par exemple, et on a regardé avec chacun des études de cas, essayer de déterminer à partir des cas, qu'ils soient bons ou mauvais. Je pense qu'on a aussi une mauvaise habitude, c'est de toujours vouloir parler des bons cas d'école, dire ce qu'on a bien fait. Je pense qu'on apprend beaucoup des échecs, on apprend aussi beaucoup des choses qui sont qu'à moitié faites, et que c'est important aussi de prendre ses regards. Donc c'est ce travail qu'on a fait, c'est de regarder ces échecs, chacun choisissait ce qu'il voulait faire. Donc après, libre de regarder pour que ça soit une réussite ou un échec. Mais de ces cas, de ces centaines de cas qui sont sortis, d'analyser nos façons de faire, de regarder de quelle manière on pense nos dispositifs, de regarder de quelle manière on met en œuvre une action sur un territoire et de voir où en sont les effets. Moi, je vais prendre un exemple qui est un des cas que j'ai analysé, c'était notre façon d'agir dans les collèges. Bon, ça m'a permis que le budget ne bouge pas, mais surtout le budget n'a pas bougé. C'est-à-dire que j'avais le même budget qu'avant. Mais le travail d'analyse de notre dispositif, de voir comment le faire évoluer par les droits culturels, j'ai le même budget, mais on a des effets qui sont démultipliés. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc l'enjeu, c'est pas de dire ça va peut-être demander des crédits nouveaux ou ça va nous permettre de faire des actions autres, c'est que ça nous permet d'optimiser nos ressources. Et pour revenir à l'introduction que je faisais sur le contexte politique,
on est politiquement dans un moment qui est majeur vis-à-vis des politiques publiques. On a construit depuis 30 ou 40 ans des politiques de besoin. C'est la façon dont sont pensées l'ensemble de nos politiques. Au niveau du social, on pense en besoin. Au niveau culturel, on pense en besoin. La question qui est devant nous, et on a 10, 20 ou 30 ans pour y arriver, mais c'est qu'on doit passer à des politiques de capacité. Et tout l'enjeu du travail qu'on menait, c'était de comprendre ce prisme-là, comment on passe d'une politique de besoin à une politique de capacité. Donc forcément, ça ne se fait pas en un jour, ça se fait avec beaucoup de temps, ça demande de comprendre sur quoi on agit et de quelle manière on le change. C'est pas non plus, ça a été dit avant, de mettre les gens au centre. Pour moi, cette question de mettre les gens au centre, c'est aussi une erreur dans l'analyse. Dans les actions qu'on devait faire sur les outils qui nous étaient donnés, il y avait entre autres une carte des parties prenantes, qui était donc les outils que Fribourg nous proposait d'utiliser. Et dans cette carte des parties prenantes, on regarde l'ensemble des personnes qui sont concernées par une action, que ce soit un journal ou que ce soit un public. Et j'avais un ancien assistant social qui était complètement bloqué sur cette carte, parce que justement, il mettait, alors je vais prendre les mots du social, les bénéficiaires, les usagers au centre, et il regardait comment chacun allait interagir vers cette personne qui était la cible. Et ça, c'est toute l'erreur de la façon de le prendre. C'est-à-dire que chacun doit être à sa place. Qu'on soit artiste, qu'on soit habitant, la question, c'est pas de savoir si l'habitant est un artiste, c'est que l'artiste est un artiste et l'habitant est un habitant. Et c'est quelle relation on va construire dans une interaction qui n'est pas transversale. C'est ce que je dis aussi très souvent sur les politiques publiques. On dit qu'il faut que les services travaillent de manière transversale, et c'était un des enjeux du président Ackermann de dire, vous, en tant que directeur, vous devez travailler d'une manière différente, pas en transversalité, mais en interconnexion. Et tout le travail des droits culturels, c'est de créer cette interconnexion. Donc quand, avec mon collègue de l'environnement, on a travaillé sur la dimension droit culturel de l'environnement, ça lui permet de comprendre et d'intégrer un certain nombre de processus propres au droit culturel et à la façon dont on pense l'environnement, qui après, lui, l'ont amené à conduire en relation avec des habitants ou avec des élus, ou peu importe son public, une façon de faire ces politiques d'environnement de manière différente. Juste un mot justement par rapport à cette transversalité, parce que l'une des difficultés, on le voit bien déjà dans le champ culturel, c'est d'avoir une culture commune entre les différents acteurs. Et là, une culture commune et un langage commun, sachant que chacun a ses jargons. Là, comment vous avez travaillé avec les professionnels du monde social, du monde de l'environnement, etc. Donc on a mélangé les publics. On avait du public du social, de l'environnement, des archives, des bibliothèques, du théâtre. Alors chaque territoire décidait plus ou moins, suivant sa sensibilité, comment il voulait s'y prendre. Nous, dans notre collectivité, on avait choisi d'agir qu'avec des agents en interne. D'autres, comme le Nord, prenaient autant des partenaires extérieurs que des agents en interne. Et c'est ce mélange et cette façon de jouer cette interconnexion dont je parlais qui faisait la richesse des échanges et qui permettait, je pense à une directrice de service social, et il faut quand même leur rendre hommage, ils sont dans des situations extrêmement compliquées dans la période actuelle, qui comprend à un moment et qui déculpabilise aussi sur la situation par rapport à ça. Et c'est extrêmement important quand on est professionnel, surtout dans des domaines d'urgence comme ça, c'est que la culpabilité, elle peut très vite arriver. Et là, ça permet de comprendre qu'on est au bout d'une chaîne. C'est-à-dire que quand on est dans un service social, il y a tellement de droits culturels de la personne qui ont été violés que ça va être difficile de remonter la pente et que de toute façon, les sauveurs, ça ne va pas être eux. Donc c'est comment ils peuvent être à un bout de chaîne, prendre petit à petit, pas à pas, une façon différente de travailler avec ces personnes qui leur redonne une dignité et qui va faire que l'enjeu, c'est pas le RSA, mais autre chose. Merci Jean-Damien. Ferdinand. Puisqu'on est là sur une affaire d'intérêt universel, je pense qu'effectivement, il faut comprendre que ce n'est pas seulement un objet de politique publique, ça concerne aussi les entreprises privées, etc. Et ça concerne l'international. Donc je voudrais faire deux petits points rapides là-dessus. Là, je rentre des États généraux de la culture au Maroc qui sont déroulés les 2 derniers jours, qui d'ailleurs, pour leur première édition, avaient été soutenus par le Fonds international pour la diversité culturelle de l'UNESCO, ce qui n'est pas un hasard. Et on voit émerger un peu partout dans le monde des mouvements de société civile, parce que ces États généraux de la culture au Maroc sont portés par la société civile. Ce n'est pas une initiative du ministère de la Culture marocain. Et on voit se multiplier ces initiatives. Donc ça témoigne d'une véritable volonté globale de co-construction, de participation. On voit aussi la multiplication des observatoires de politique culturelle dans les pays émergents, qui valent ce qu'ils valent. Certains travaillent bien, d'autres moins bien. Mais en attendant, on voit bien qu'il y a une volonté de la société civile, des gens, de s'emparer de cette question de leur devenir culturel de manière collective.
Donc ça, c'est plutôt le point intéressant. Le point négatif qui fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur les quartiers populaires, alors le texte de référence pour moi, c'est un des rapports de Farida Chaïd. Farida Chaïd était la précédente rapporteure sur les droits culturels au commissariat pour les droits de l'homme, Nations Unies. Et elle a commis plusieurs rapports remarquables. C'est une excellente rapporteure, et notamment un qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il résonne dans nos quartiers. C'est le rapport qu'elle a fait sur les menaces que représentent les médias globaux et les industries culturelles créatives globales des contenus sur les droits culturels. Et je pense que tous les gens ici qui travaillent avec les arts dupliqués, la musique enregistrée, l'image enregistrée, le livre, subissent aussi une menace constante sur les droits culturels, notamment à travers les monopoles exercés par leurs vecteurs, y compris Internet. C'est-à-dire que je pense que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Internet n'est pas qu'un espace de liberté, évidemment. Quand on voit la manière dont Google a racheté Hollywood, si je puis dire, et comment il contrôle la diffusion des œuvres et l'accès à l'information, on voit bien que là, il y a une attaque directe pour certains cas. Alors, ça peut donner des informations qu'on n'aurait pas trouvées autrement, mais ça peut aussi interdire la diffusion de certaines informations. Je vous dis simplement, les professionnels le savent, par exemple, l'accès à YouTube, maintenant, pour les petits éditeurs de musique, c'est payant. Avant, c'était gratuit. Maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Donc, il y a une espèce de remise en calibrage de l'ensemble de cette affaire. Et je tire un lien de tout ça avec quelque chose qui me concerne énormément et qui me fait beaucoup réfléchir, qui est l'histoire de la fuite des cerveaux. Alors, on pense chez nous, moi je suis dans le sud, je ne suis pas d'ici, je suis de Marseille, on pense que ça ne nous concerne pas trop, en tout cas beaucoup moins que nos amis grecs ou portugais, mais il est vrai qu'il y a une fuite massive des jeunes créatifs dans ces pays, qui n'est pas irréversible, mais qui va prendre, dans le meilleur des cas, 20 ans ou 30 ans à reconstituer, parce que c'est une affaire de génération, les gens qui s'en vont ne reviennent pas. Et si les gens s'en vont, ce n'est pas parce qu'ils en ont envie et qu'ils n'aiment pas leur pays ou l'endroit qui les a vus naître, en tout cas les collectivités qui les ont éduqués à grands frais, parce que là aussi il y a une perte d'investissement collectif. Ça coûte cher de former un jeune créatif. S'il s'en va, on perd le bénéfice. S'ils font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas chez eux, je vais le faire court et un peu brutal, c'est parce que leurs droits culturels chez eux ne sont pas respectés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité d'envisager une carrière professionnelle dans les métiers créatifs au sens large, parce qu'il y a ces monopoles, il y a ces constructions globales anti-droits culturels qui pèsent énormément. Et donc les collectivités locales n'ont même pas la puissance suffisante, j'allais dire, ou très peu, pour réagir à cette contrainte. Et donc je pense qu'on ne peut pas parler des droits culturels sans parler de l'aménagement du territoire, sans évidemment toucher d'autres domaines que la culture, développement économique, etc., etc. Et que pour moi, avoir une pépinière, une couveuse d'entreprises culturelles à Marseille, quelque part, ça procède des droits culturels. Parce que j'essaye de donner des chances, le maximum de chances à des jeunes gens, de construire de manière tout à fait autonome et libre, et librement choisie, leur espace de développement. Parce que sinon, ils vont s'en aller. Et donc là, on touche à je veux dire, c'est pas simplement une affaire de professionnels. On est vraiment sur une histoire de territoire. Et ça touche l'Europe. On en a un petit peu parlé ce matin. On est face à une Europe des nations qui se construit autour de quelques triangles d'or, Londres, Amsterdam, Paris, où on va voir toute la concentration des grandes institutions, de l'argent, des grands décideurs, qui agit comme un aimant sur nos jeunes créatifs. Ils ont tous envie de rejoindre cet endroit parce que c'est là que ça se passe. Et est-ce qu'on ne devrait peut-être pas s'interroger sur une Europe, j'allais dire, je ne veux pas dire l'Europe des régions parce que ça porte trop de choses que je ne partage pas, mais sur une Europe beaucoup plus décentralisée, où chaque bassin de population est un endroit où la démocratie participative est en marche, où chacun peut participer à la palabre et où chacun peut négocier son espace et négocier son avenir. Ça touche directement les droits culturels. Moi, j'avais le sentiment, il y a une vingtaine d'années, que dans le quartier où j'habitais, quand je disais que je travaillais dans l'artistique, que j'essayais de faire de la mise en scène, que j'essayais de travailler sur des poètes, j'avais le sentiment d'un grand respect, d'une écoute,
même si les habitants du quartier où j'étais n'allaient pas forcément voir mes spectacles, parce qu'à l'époque, bien sûr, je commençais à monter des textes de Sartre, de Jean Genet, de Duras et autres, et c'est vrai que pour eux, des fois, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? En tout cas, je prenais le temps de leur expliquer. Donc le voisinage me permettait d'expliquer le travail, d'expliquer aussi la nécessité de la poésie. Et j'avais vraiment ce sentiment que il y avait un accord, il y avait une sorte une forme de dignité de se dire qu'ils côtoyaient quelqu'un au quotidien qui avait affaire à ce que dirait Bernard-Marie Coltès, à l'inutile, mais en même temps utile. Et je suis retourné dans ces territoires où j'ai grandi, je suis retourné voir les gens, j'ai fait ce travail-là, parce que mon travail fait aujourd'hui que je suis à moitié à la fois à l'étranger et à moitié en France, et que j'avais vraiment besoin de retourner sur ces territoires-là pour mieux comprendre l'évolution du monde, puisque je la côtoie régulièrement dans d'autres pays. Et au bout de 3 ans, effectivement, cette chose m'a paru très claire, que la dimension symbolique avait foutu le camp, et que c'était pas suffisant la question de la participation, la question de la convocation des habitants dans des salles, que c'était fini, qu'il y avait, en tout cas, qu'on ne peut plus aborder ces questions-là sur ce point de vue-là. Et ça, c'est bien, ça existe, il faut continuer à le faire, mais que c'était pas l'essentiel. Que l'essentiel était effectivement cette question du symbolique, cette question aussi, il me le disait, c'est-à-dire que cette question de l'égalité, c'est-à-dire qu'avant, il me disait, avant d'avoir des droits, on va être égal, c'est-à-dire l'égalité face aux choses, parce qu'ils estiment que, en tout cas, ce que j'entends, ils estiment que ce soit la culture, que ce soit la santé, que ce soit le travail, que ce soit d'autres domaines du vivre ensemble, ils n'avaient plus droit. En tout cas, ils avaient l'impression que leurs droits fondamentaux, c'est-à-dire que l'égalité face aux choses essentielles, ils n'avaient plus, en tout cas, cette possibilité. Prendre, je sais pas, tard le soir, un autobus pour aller au centre-ville ou faire l'aller-retour était quasi impossible pour certains. Donc, du coup, crée cet enfermement, crée cet abandon, crée cette espèce comment on appelle ça, de rupture même. Et voilà, donc tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui, tout ce qu'on vit aujourd'hui est d'une certaine manière est lié aussi à ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment dans les territoires aujourd'hui une forme pas simplement de repli, mais je crois que d'une réponse, on peut la considérer négative, mais d'une réponse autonome qui ne s'articule plus aux enjeux de la République. Donc il y a vraiment là, je pense, en tout cas, c'est une sonnette d'alarme que je vais lancer. Il y a vraiment là, en tout cas pour nous tous, politique comme de culture sociale, de repenser. Et je pense que vous avez raison. Je pense que là, il y a à repenser nos façons de travailler. Il y a à revisiter nos notions que personne n'y comprend plus rien. C'est-à-dire qu'il y a une telle utilisation. Les mots sont usés. Et je te disais aussi que quand moi j'ai parlé des droits la dernière fois à une mère turque, elle me dit, mais c'est maintenant que vous m'en parlez de droits. J'ai élevé mes enfants, je paye mes impôts, et c'est maintenant qu'on me parle de droits culturels. Donc elle me dit, mais c'est trop tard. Pourquoi droits culturels aujourd'hui, puisque je suis en situation depuis des années dans ce pays et on ne m'a jamais offert ces droits. Et là, on me parle de droits. Donc il y a comme une sorte je dirais de rupture, mais qui demande pas simplement de repartir sur des anciennes recettes qui peuvent être utilisées pour certaines populations, mais je pense qu'il y a une grande majorité du territoire aujourd'hui qui a besoin d'un renouveau, d'une nouvelle espérance, d'une nouvelle façon de travailler, et sans abandonner, je suis d'accord, sans abandonner les enjeux poétiques, sans abandonner ce qui fait qu'on a envie de faire de la culture, on a envie d'aller au théâtre, à l'opéra, au cinéma, sans abandonner ces enjeux, mais il y a à recomposer, à repenser. Alors moi je mène actuellement une expérience à Annecy, qui est une ville assez étrange, parce que on a l'impression que c'est homogène, on a l'impression que quand on va à Annecy, qui a un côté un peu musée, un peu très joli, très sympa. Et le directeur du théâtre, Salvador, m'avait dit, on a construit un très, très beau théâtre. Quand il sera ouvert, Moïse, ce serait bien qu'on réfléchisse à ce public invisible qu'on ne voit jamais dans ce théâtre. On a fait le pari de ça, et aujourd'hui, je travaille avec à peu près une 50aine de personnes il a fallu aller les chercher, c'est-à-dire vraiment, quand j'ai demandé aux relations publiques, où on peut trouver autre chose, autre personne que ce que je vois dans les abonnements d'Annecy, ils m'ont dit, on ne sait pas. Donc, c'était un travail d'immersion, d'aller à la recherche de ces personnes.
Et j'ai trouvé vraiment la qualité des discussions, la dignité des gens, voilà, je trouve le mot dignité, de très grande dignité et en même temps très ouvert, puisqu'aujourd'hui, ils fréquentent le théâtre d'Annecy, on travaille avec ces femmes. Et je leur ai demandé de faire une chose récemment qui était aussi une manière de parler aussi de l'international. Vous savez qu'en 2014, il y a eu ces 237 jeunes femmes qui ont été enlevées par Boko Haram au Nigeria, au nord du Nigeria, et c'est quasi des anonymes, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Et j'ai demandé à ces femmes d'aller à Annecy, demander à d'autres femmes de prêter leur visage à ces 237 jeunes femmes, et elles ont fait ce travail. C'est-à-dire que tout d'un coup, le local rejoignait quelque chose éminemment loin, mais en même temps proche. Donc ce travail a été fait avec ces femmes qui ont prêté leur visage. On a demandé à des auteurs du monde entier d'écrire en 7 lignes pour chaque visage, pour chaque femme. Et on l'a présenté le 8 octobre à Annecy. Un grand moment de ferveur parce qu'ils sont venus avec leur famille, les enfants, les parents. En fait. Et là, je n'ai pas de solution, mais je sens quand même que quelque chose de l'ordre de... Moi, je dirais qu'il y a 2 mots sur lesquels je travaille aujourd'hui. Il y a le mot partage et le mot don. C'est-à-dire comment partage et don peuvent être pour nous des modes opératoires artistiques et culturels. Et deuxième aspect que je peux aussi dire, c'est que j'ai complètement éliminé la question du spectacle dans ces opérations. Parce que je trouve que la notion de spectacle est une notion aujourd'hui qui fait à la fois peur, qui fait aussi presque rupture. On veut faire du bien en disant on va faire un spectacle avec les habitants, on va faire ceci avec les habitants. Je pense qu'ils n'en sont plus là. Parce que le spectacle aujourd'hui, ils le voient partout, d'une certaine manière, avec Internet, avec la télévision. Je crois qu'il faut proposer d'autres espaces qui ne sont pas simplement des questions de spectacle. Donc moi, j'ai séparé dans le travail avec ces femmes, de leur dire, d'une certaine manière, c'est de reconnaître leur individualité. Donc là aussi, droit à dire non, droit à dire oui, droit à dire qu'au final, ça ne les intéresse pas aussi. Et entendre ça. Donc le droit à la critique et au refus. Donc c'est un espèce de cheminement où reconnaître l'individu, parce que l'individu a besoin de cette reconnaissance, de cette liberté pour se libérer elle-même de ses propres contraintes sociales, culturelles et autres. Et on a eu des cas, par exemple, une jeune femme est venue avec sa fille. Ben voilà, sa fille a décidé de devenir musulmane et avec le tchador et tout le reste. Mais ils sont venus ensemble faire l'expérience. Et qu'elle m'a dit, je ne souhaite pas, par exemple, que mes images soient publiées, mais par contre, je vais participer avec ma mère à cette expérience. Donc, du coup, il y a ce dialogue aussi qui s'est fait entre des gens qui, d'une certaine manière, ont décidé d'avoir individuellement des parcours différents, des destins différents, mais que, grâce à cet espace de liberté qu'est la culture, pouvaient encore se renouer des liens. Donc, à la fois, je suis désespéré parce que je trouve que ça n'avance pas assez, parce que c'est terrible dans les territoires, mais en même temps, je me dis qu'on a encore de l'énergie, on a encore des moyens pour encore faire des choses pour que ça n'aille pas dans le mur. Et je vous assure que ça va dans le mur. Je vous assure que j'ai peur, je ne veux pas cacher, j'ai très très peur, parce que j'assiste à des situations, je suis convoqué à des réalités qui me font peur pour mon pays, pour la République. Et je pense qu'on est dans un moment un peu clé, et que si on n'a pas un sursaut, est-ce que les droits culturels peuvent être un sursaut pour tout le monde, pour se réveiller, pour repenser nos pratiques? Est-ce que ça va être ça? Si c'est ça, c'est formidable. Mais si c'est encore des litanies, des mots... Mais là, très concrètement, Moïse, merci pour ce beau témoignage. On n'est pas dans la litanie, on est vraiment dans le projet extrêmement concret. On s'appuyait majoritairement, comme je viens de le dire, sur l'égalité des cultures. Ça nous arrangeait à l'époque, ça nous permettait de s'appuyer sur ce référentiel pour dire que dans nos politiques publiques, celles de l'État ou des collectivités territoriales, on avait certaines esthétiques musicales ou les arts de la rue, les arts du cirque, qui faisaient partie de ces grands oubliés des politiques publiques, y compris en termes de financement. Et donc on s'était appuyé sur ce référentiel pour essayer de changer la donne à partir d'une méthode qu'on avait appelée avec Jean-Michel la co-construction, qui permettait de mettre autour de la table et de manière pérenne les acteurs et les collectivités publiques. Et déjà, on sentait bien effectivement qu'il y aurait des freins,
des freins forts à l'intérieur de la propre collectivité locale dans laquelle j'étais, côté de l'administration. J'étais élu à l'époque, je voyais bien que du côté de mes camarades politiques, c'était un poil compliqué, toujours, de bien faire comprendre effectivement et la méthode et pourquoi choisir ce référentiel. Et puis il y avait des freins aussi du côté de l'État et du côté des acteurs culturels qui ne se reconnaissaient pas forcément intégralement dans cette nouvelle démarche. Et puis on l'a vu ce matin, je vais peut-être le dire un peu brutalement, mais les tenants du discours de la démocratie culturelle, on voit qu'ils sont encore présents, c'est-à-dire qu'on fait inscrire dans la loi la notion de droit culturel, mais n'empêche que Madame la ministre se sent obligée, ou en tout cas certains de ses conseillers se sentent obligés de lui écrire que la démocratisation, c'est quelque chose d'essentiel dans notre doctrine historique de la culture française. Je pense que c'est dommage, et en même temps, ça ouvre pleinement le débat, donc allons-y. Parce que c'est vrai que dans cette tradition française, on a le créateur, on a quelques-uns autour de la table, on a les publics, voilà, on les a cités assez souvent, compris la ministre, a bien parlé de public, donc on a bien compris le message. Il y a des financeurs, collectivités, souvent on est réduit au carnet de chèques, mais on a peu les citoyens et encore moins la personne. Et donc, déjà en commençant avec le référentiel de la diversité, on approchait ces choses-là. Donc effectivement, public, population, habitants, mais jamais personne, jamais individu était cité effectivement dans l'ensemble de nos textes. Et on voit qu'on va pouvoir peut-être enfin changer les choses. Alors c'est pareil, y compris dans votre discours, toujours un peu de mal quand j'entends effectivement c'est des territoires déshérités sur lesquels il faut apporter la culture parce que les publics... Après, voilà, on est forcément dans des débats où on a tendance à réduire les choses, nous tous, mais quand même, ça revient régulièrement ce matin, y compris... Non, je pense qu'il faut qu'on sorte de la caricature. Enfin, si je puis me permettre, j'ai absolument pas dit ça, donc me faites pas dire quelque chose que j'ai pas dit. Non, c'était pas à vous. Je m'adressais effectivement à Moïse Touré, je m'adressais à Moïse Touré qui a bien parlé effectivement de ces territoires en difficulté. Et je pense qu'il faut se sortir de cela. Et c'est pour ça qu'on va s'appuyer effectivement sur ce référentiel des droits culturels, parce que je pense qu'il faut sortir du déclinisme de ces territoires où il ne se passe strictement rien, où les gens sont éloignés de la culture, ces fameux publics empêchés, ces publics à qui effectivement il faut amener la culture universelle chez eux parce qu'ils n'ont rien, ils sont dépourvus d'identité culturelle. Et je pense que quand même, on est encore dans ces choses-là. C'est pas complètement ce qu'a dit Moïse Touré. Non, mais je sais que c'est pas complètement ce qu'a dit Moïse Touré. Il a décrit une réalité sociale extrêmement précaire. C'est présent régulièrement dans un certain nombre de discours et j'aimerais quand même m'inscrire en faux parce qu'on est tous quand même assez attentifs à ce qui peut se passer sur les territoires, même les plus ruraux, et continuer à dire qu'il ne se passe rien, c'est une méconnaissance quand même totale de la réalité de nos territoires. Et je pense qu'à un moment donné, il faut quand même la prendre en compte. Et c'est peut-être l'une des raisons d'ailleurs de l'échec de la démocratisation culturelle, c'est qu'en ne s'appuyant pas sur les bons référentiels, on a pu continuer à générer des inégalités sur les territoires par les tenants même de ceux qui pensaient qu'ils pourraient faire cette fameuse émancipation des publics. Donc on en est là. Pourquoi se lancer effectivement sur cette expérimentation? D'abord parce qu'on est dans un cas inédit. On fusionne une région à partir de 3 régions qui ont des politiques publiques particulièrement hétérogènes. On fusionne au moment même où, en plus, on avait créé une eurorégion avec le Shkadi, rejoint par la Navarre. On se retrouve avec une région qui comptait un petit peu plus de 2 millions d'habitants et qui aujourd'hui, avec cette eurorégion européenne, est à plus de 9 millions et est à plus de 5 langues, dont 3 langues dites officielles. Et je pense que c'est important. On a évoqué ce matin un droit culturel, c'est aussi le droit de choisir sa langue. La langue qui peut servir effectivement de création. Et donc on est dans des territoires où effectivement la pluralité linguistique est quelque chose d'essentiel à défendre. Donc un nouveau territoire, une nouvelle politique publique à construire.
Et comme on pensait qu'on n'avait pas réussi sur la première partie, on s'est dit, ben voilà, là il faut qu'on arrive avec l'inscription effectivement dans la loi, et je remercie encore les femmes sénatrices, j'insiste sur le terme femmes, parce qu'effectivement quand on a regardé le débat parlementaire, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, les hommes étaient assez peu nombreux pour défendre ces choses-là, et donc on les en remercie encore. Inscription dans la loi, inscription qu'on peut juger peut-être pas parfaite, puisqu'on cite la convention de l'UNESCO, qui est à peu près la seule qui ne parle pas réellement de droit culturel. Inscription qu'on peut juger peut-être pas parfaite, puisqu'on cite la convention de l'UNESCO, qui est à peu près la seule qui ne parle pas réellement de droit culturel. Il n'empêche que c'est inscrit dans la loi. Donc ce qu'on a proposé effectivement à nos élus, ce qu'on va proposer très prochainement lors de la mise en place d'une conférence territoriale de la culture, c'est une expérimentation qui va nous permettre d'intégrer ce référentiel dans l'élaboration de nouvelles politiques, ce qu'on appelle nos nouveaux règlements d'intervention. Parce que dans les débats qu'on avait avec Jean-Michel, la question qui revenait régulièrement, c'était écoute, oui, on est entre nous, on lit les textes, on est très favorable à l'inscription, effectivement, de ce référentiel. Mais concrètement, comment on arrive, dans une logique de collectivité territoriale, à développer, effectivement, ce référentiel au quotidien ? Et donc on lance très prochainement, quand je dis très prochainement, c'est dans un peu moins d'un mois, cet appel à volontariat, et volontaire pour effectivement les droits culturels. Appel à volontariat auprès des opérateurs, acteurs culturels du grand territoire, culturel au sens très large. C'est-à-dire qu'on ne sera pas uniquement réduit aux acteurs culturels classiques et on ira très largement sur les marges. Un appel à volontariat pour venir effectivement nourrir la réflexion. Un appel à volontariat qui permet d'accompagner ces volontaires, accompagner la démarche sur du temps suffisamment long. On s'est dit qu'il nous fallait au moins 18 mois pour que ce travail d'expérimentation dans leur pratique au quotidien, avec un travail d'accompagnement, avec un travail effectivement où on se voit régulièrement pour évaluer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mettre en débat, rechercher, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, les compromis, et un accompagnement qui se fasse effectivement, c'est ce qu'évoquait Patrice Meyer-Bisch ce matin, les textes qui doivent nous servir de bonnes références. C'est le pacte international qui est relatif aux droits économiques et socioculturels, qui donc pose effectivement cette garantir à chacun le droit de participer à la vie culturelle, mais c'est aussi l'autre pacte qui est le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui pose la garantie de la liberté d'expression sous une forme artistique. Je vais conclure, Frédéric. Oui, je conclus. Ce qui permet effectivement d'associer pleinement les acteurs culturels et d'éviter peut-être, même si c'est toujours compliqué, les caricatures. Donc les volontaires seront accompagnés, pourront s'appuyer sur ces textes internationaux, travailleront pendant cette période de 18 mois. L'ambition, c'est de pouvoir prolonger après la démarche et la rendre effectivement pérenne. Commencer avec 24 volontaires, 24 parce qu'il y a 12 départements et qu'on essayera effectivement d'avoir une représentation territoriale qui soit la plus fine possible. Et ce processus effectivement de co-construction doit nous amener à penser ces politiques, je veux dire, de manière très pragmatique et de voir concrètement comment on peut intégrer dans la pratique d'une institution publique et dans la pratique effectivement des populations et des acteurs culturels cette notion qui n'est pas effectivement qu'une philosophie et qui était bien un droit à revendiquer, un droit que l'on peut opposer, j'entendais bien cela ce matin, et c'est ce qu'on va essayer effectivement de lancer sur ce nouveau territoire. Oui, parce que j'ai aussi fait partie du comité, avant d'en être délégué général, du comité culture. Donc c'est un dispositif que je connais bien. Je pense que c'est aussi une bonne réponse au débat. Les droits culturels, c'est les gens qui vont faire de l'art. Est-ce que tout le monde est artiste? Je pense que ce dispositif, donc je vais parler à ceux qui ne le connaissent pas en premier,
Tout le monde, enfin, certains se rappellent ou d'autres savent peut-être que dans les années 90, il y avait cette période de ce qu'on a appelé la crise de l'art contemporain. C'est la période où une sociologue comme Nathalie Heinig sort son livre sur le rejet de l'art contemporain. Donc, quelque chose qui posait un problème d'un rapport de l'art contemporain à la société et encore plus de la commande publique vis-à-vis des habitants. Dans ce contexte, un artiste qui s'appelle François Hertz a inventé un dispositif très simple au tout début des années 90 qui s'appelle les nouveaux commanditaires et qui part du principe que quoi qu'on en dise, les gens ont besoin d'art. Et quoi qu'on en dise, les gens ont besoin de l'art de leur époque, d'art contemporain. Et que le problème, c'est pas l'art contemporain, c'est plutôt la façon dont le dialogue se fait, la façon dont l'art s'inscrit dans l'espace public. Et donc, il a inventé ce dispositif qui était de dire, et je l'ai dit avant, les droits culturels, c'est chacun à sa place, à sa bonne place, en bonne interaction avec ceux qui ont les capacités, qui peuvent faire des compléments. Donc on a des commanditaires, seuls ou en groupe, sous forme organisée ou non, qui ressentent un besoin d'art, qui sont face à une problématique, à une question et qui pensent que l'art peut apporter une réponse. Et il y a forcément quelque part un artiste qui peut apporter une réponse. Et donc entre les deux, il va mettre ce qu'on appelle un médiateur. Alors ce qui est intéressant, c'est que le médiateur de François Hertz, c'est tout l'inverse du médiateur des institutions culturelles françaises, où on va mettre au mieux quelqu'un qui vient de faire une licence culturelle, qui débute et qui va venir expliquer aux gens la pièce ou l'art contemporain qu'il voit. Il va chercher des vrais spécialistes. Il va chercher des personnes qui maîtrisent totalement le milieu et qui savent exactement comment fonctionne leur domaine. Et le premier médiateur, ça va être Xavier Douroux, le directeur du consortium à Dijon. Et ce médiateur, son rôle, c'est d'écouter les habitants, de comprendre la problématique, la question qu'ils posent, et de dire je pense que cet artiste peut vous apporter une réponse. Alors la Fondation, dans ce dispositif, a un rôle essentiel, c'est-à-dire qu'elle est garante du dispositif, mais elle va surtout financer toute cette première phase d'interaction entre le médiateur, les habitants et l'artiste, et la phase d'étude qui fait que l'artiste va apporter une réponse. Et puis un jour, l'artiste présente sa proposition aux habitants. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas, peu importe. Les commanditaires sont libres de dire ça nous correspond pas, c'est pas ça qu'on attendait. Ils disent il y avait quelque chose qui était non négociable. Enfin voilà, il y a un débat qui se fait et l'artiste, ça pourrait aller jusqu'à on change d'artiste et on prend quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui a réalisé plus de 400 œuvres sur le territoire français, qui s'est développé en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie, ça commence aux États-Unis, en Angleterre. Et les États-Unis et l'Angleterre, c'est intéressant parce que les nouveaux commanditaires, c'est une autre réponse que ce qu'on appelle une sorte d'art sociologique, d'art participatif. C'est une autre façon de faire parce que c'est pas un artiste qui va aller travailler directement avec les habitants, c'est un artiste qui va apporter une réponse, une œuvre qui va se réaliser. Et donc aujourd'hui, la meilleure façon de l'illustrer, c'est ce que j'ai vécu, je pense, en 2012, quand je suis rentré dans le comité culture. C'était Bruno Latour qui était le président. Et il voulait faire, ça allait être la fin de son mandat, il voulait faire un tour sur le terrain pour voir des œuvres réalisées, pouvoir discuter avec des commanditaires. Et on a fini dans une petite commune qui à l'époque avait 30 habitants et qui a réalisé une œuvre avec Rémy Tsaug. Donc peut-être certains savent qui est Rémy Tsaug, mais c'est sûrement un des artistes contemporains conceptuels les plus importants, qui est mort à la fin des années 2000. Et qui a complètement refait le village. C'est une œuvre qui a coûté plus d'1 200 000 euros. Hein, si j'avais été voir mon président à une époque, lui dire on va aller faire une œuvre d'art dans un village de 30 habitants et ça va coûter 1 200 000, je pense qu'il m'aurait présenté la porte et il m'aurait dit on se revoit peut-être un jour. N'empêche que cette œuvre, elle a demandé 9 ans pour se faire. Elle a coûté ce prix, ça s'est fait. Et on était là au bord de l'eau, au bord de l'étang que Rémy Tsaug a fait faire. Et puis il y a l'agriculteur qui faisait partie des commanditaires qui parlent d'art. Et je l'ai regardé comme ça. Et Xavier Douroux, donc le directeur du consortium, qui me voit, qui rigole et qui me fait ouais, c'est un agriculteur qui parle d'art. Et quand je l'ai entendu, j'ai pensé on pourra toujours faire 40 ans de médiation dans les musées ou dans les théâtres tels qu'on les fait actuellement. On n'entendra jamais ce discours que j'ai entendu de cet agriculteur sur l'art. Parce qu'il a vécu pendant 9 ans une expérience profonde de ce qu'était l'art, de l'impact que ça avait dans son quotidien, la façon dont son village s'est transformé grâce à ça. Et ça, je pense que c'est le plus important. Quelle expérience on produit, chacun à la bonne place, dans le faire de la capacité de l'autre.